Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle d'un sujet de société aujourd'hui, comment accompagner un salarié, une collaboratrice ou un collaborateur qui se sépare. On en parlera avec Clara Lévy-Leparquier, CEO de MTH Consulting. Et puis le cercle RH, l'accès à l'emploi, les indemnisations, le chômage et le dossier des seniors. C'est des sujets qui sont sur la table. On reviendra évidemment sur l'accord signé par les partenaires sociaux, mais qui n'a pas été validé par le gouvernement. On en parlera avec nos invités dans quelques instants. Ce sera le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, on parle des indépendants et on va s'intéresser à leurs soft skills. Oui, ils doivent s'adapter en permanence à des clients très différents. On en parlera avec notre invité. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler d'un sujet qui concerne, j'allais dire, des millions de Français, puisque un couple sur 2 à Paris, un sur 3 en province se sépare et divorce, et on arrive au travail avec ces difficultés. On en parle avec Clara Lévy-Leparquier, vous êtes CEO de MTH Coaching, vous y tenez et c'est très important évidemment. La question est simple, quelles sont les difficultés rencontrées pour un salarié qui vit une séparation ? Alors bonjour Arnaud et merci d'aborder ce sujet qui est important. Et effectivement, une personne qui se sépare, alors encore plus celle qui va subir une séparation que celle qui a l'initiative, va rencontrer un certain nombre de difficultés. Et les premières sont bien sûr d'ordre émotionnel, psychologique, à commencer souvent par une phase de sidération au moment où elle subit la séparation, un choc, une profonde tristesse. Parfois, on a aussi une période de déni. Et suite à ça, en fait, la phase de séparation, c'est une période, ce qui est compliqué, c'est que ça dure très longtemps, la séparation. Le choc émotionnel, puis après, il y a l'enjeu juridique. Voilà. Et on est sur un combat, une bataille de plusieurs mois, parfois même plusieurs années, dans lequel le salarié va être bouleversé dans toutes les sphères de sa vie. Évidemment, son couple, sa famille s'il y a des enfants, sa sphère personnelle et sa sphère professionnelle, puisque vous l'avez dit, on ne laisse pas ces problèmes au vestiaire quand on arrive dans l'entreprise. Et donc, ce que va ressentir un salarié, c'est une profonde tristesse, souvent beaucoup de colère, de la peur aussi sur l'avenir, parce que c'est toute une nouvelle vie qui démarre et qui est parfois subie, parfois choisie. Sans compter que parfois il y a des couples qui séparent en entreprise. Il faut le préciser, c'est qu'on se sépare de sa femme ou de son mari qui travaille dans la même entreprise. C'est vrai, ça arrive aussi. C'est des cas qui sont terribles. En général, l'un des deux quitte l'entreprise d'ailleurs. C'est vrai. Un mot quand même sur la notion d'engagement, parce que vous évoquez, là je dirais, les symptômes, les conséquences d'un divorce sur le plan émotionnel, psychologique. Ça veut dire que les RH, les services RH doivent aussi accepter, ou pas d'ailleurs, que quelqu'un soit moins engagé, soit dans une situation d'entre-deux professionnel. Je pense qu'il faut arrêter effectivement de se voiler la face et de faire l'autruche. On a des difficultés personnelles qui vont forcément avoir un impact sur la vie professionnelle, et la question c'est comment on les accompagne pour essayer de minimiser ces impacts. Comment est-ce qu'on est attentif aux signaux faibles ? Parce qu'il y a seulement 40% des salariés qui évoquent le sujet une honte à leur employeur. Oui, souvent. Et donc c'est comment, en tant qu'employeur, je suis attentif aux signaux faibles. Comment est-ce que je fais du cas par cas, tout en ayant, c'est toujours un peu le sujet, des mesures collectives, tout en m'adaptant à chacune des personnes. Focus sur les mères, les mamans, parce que là aussi, ça a une implication. Alors évidemment sur le travail, on vient de l'évoquer, mais aussi sur la vie personnelle, la garde de l'enfant, l'accompagnement de l'enfant, enfin, ça pose beaucoup de difficultés. Les femmes, effectivement, sont beaucoup plus exposées et vulnérables dans des situations de séparation. C'est souvent la mère qui a la garde exclusive de l'enfant, alors soit uniquement pendant la période dite provisoire, le temps que le divorce soit acté, soit après le divorce. C'est seulement 12% en 2020 ou 2021 des divorces qui étaient suivis d'une garde alternée. Et dans les cas de garde exclusive, c'est près de 85% où c'est la mère. Voilà. Et donc, en fait, il y a aussi des statistiques de l'INSEE qui démontrent qu'une femme perd financièrement dans son niveau de vie de 20%, quand pour les hommes, c'est seulement 3%. Donc, il y a une inégalité très forte. Ouais, et au moment de l'annonce, il y a aussi une inégalité souvent chez l'employeur.
un homme qui se fait quitter par sa femme, tout le monde est aux petits soins, tout le monde le soutient, etc. Et quand c'est une femme, on va parfois avoir tendance, alors peut-être aussi parce qu'il y a encore beaucoup d'hommes dans les directions, à se dire qu'est-ce qu'elle a pu faire pour mériter cette situation. Et ça, c'est un fait que dénonce d'ailleurs une journaliste qui a écrit un livre à ce sujet. Et donc l'inégalité, en fait, elle commence dès le moment de l'annonce de la séparation et elle va se poursuivre après avec près d'une femme sur 3 qui tombe dans un seuil de pauvreté 1 an après une séparation. Sans compter le fait que certains maris ne payent pas la pension alimentaire, qui vient évidemment creuser les difficultés financières de la maman. Juste avant de nous quitter, concrètement, qu'est-ce que peut faire une entreprise? Parce que vous dites, il faut évidemment ne pas faire du cas par cas et faire du global, mais en même temps s'adapter. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors déjà, savoir être à l'écoute, qu'on soit le RH ou qu'on soit le manager. Donc ça veut dire accompagner les RH et les managers à pouvoir avoir cette posture d'écoute active, de bienveillance, faire preuve d'empathie pour bien comprendre quelle est la situation de la personne, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Ensuite, proposer de la flexibilité dans les horaires, dans l'organisation du travail. Proposer aussi des aides financières, ça existe. On peut faire des prêts, on peut faire des avances sur salaire. Il y a le CSE aussi qui peut intervenir pour aider financièrement. On peut aider à se reloger. Et puis parfois, il peut y avoir de l'assistance juridique aussi de la part de l'entreprise. Et il serait temps de se dire que l'entreprise devrait s'organiser en fonction des personnes les plus vulnérables et ne pas essayer de faire rentrer les personnes les plus vulnérables dans une culture et une organisation qui n'est pas faite pour elles. C'est un sujet souvent tabou. Vous soulevez souvent des sujets qui sont un peu dans les zones grises de l'entreprise. C'est un sujet fondamental. Les RH, et vous le dites, les CSE aussi peuvent tendre la main à ces mères de famille, la plupart du temps en grande difficulté économique. Merci. Clara Lévy-Leparquier, c'était un plaisir de vous accueillir, CEO de MTH Coaching. Voilà, je l'aurais bien dit. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le Cercle RH, et on s'intéresse à un sujet qui est au cœur de l'actualité, l'enjeu de l'assurance chômage, mais le débat des seniors. Et on reviendra sur cet accord validé par l'ensemble des syndicats, mais qui n'a pas été validé par le gouvernement. On va en parler parce qu'au cœur de ce débat, il y a l'enjeu des seniors. On en parle dans le Cercle RH avec nos invités. Le Cercle RH et le débat de Smart Job pour parler d'assurance chômage. Alors c'est un sujet complexe, technique, on va essayer de vous éclairer. Il y a eu les accords des syndicats, d'ailleurs de l'UNEDIC, mais qui n'a pas été validé d'ailleurs par le gouvernement, qui a repris en main le dossier, il faut faire des économies. Puis un autre sujet très épineux, c'est le débat des seniors avec la phrase de Bruno Le Maire sur France Info, d'ailleurs qu'il a réitéré quelques jours plus tard, où il faut aligner les durées d'indemnisation. Ça a suscité le débat, pour ne pas dire la polémique. On en parle avec mes invités. Nathalie Hannet, ravie de vous accueillir. Vous êtes la présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. Évidemment, vous êtes déjà venue régulièrement nous parler de ces sujets et du sujet des seniors. Faites-vous partie de ceux qui considèrent que c'est une régression sociale, la phrase de Bruno Le Maire, puisque certains sont montés au créneau, je pense à quelques économistes et des syndicats. Et puis Antoine Fouché est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes le président de Quintet Conseil et vous avez été aux côtés de Muriel Pénicaud sur ces sujets lorsqu'elle était ministre du Travail, sur tous ces sujets ayant trait au travail. D'abord, un mot à vous deux. Elle vous a choqué la phrase de Bruno Le Maire? On va la découvrir, où il met un peu les pieds dans le plat et il dit écoutez, voilà, on a allongé la durée de travail, 62-64 ans. Il n'est pas illogique. Qu'est-ce qui justifie qu'on ait encore des durées d'indemnisation suivant qu'on a plus de 55 ans ou moins de 55 ans? Tout le monde sur le même plan. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à Solidarité Nouvelle? Alors, à Solidarité Nouvelle face au chômage, le constat qu'on fait, 40% des personnes que nos binômes de bénévoles accompagnent ont plus de 50 ans. Et le constat qu'on fait, c'est que ces personnes-là sont confrontées à des difficultés particulières pour retrouver un emploi et la plupart témoignent ou ont le sentiment d'être discriminées en raison de leur âge. Et ce qui, par conséquent, laisse penser que s'il y a une durée d'indemnisation qui est supérieure plus de 55 ans... 27 mois, je crois. Elle est à 27 mois, elle a déjà diminué, elle était de 36 mois jusqu'en novembre 2017. Et donc, si cette durée est plus longue que pour les autres
autre tranche d'âge, c'est parce que c'est des personnes qui, aujourd'hui, ont plus de mal à rentrer en emploi. Il y a un sujet qui est le maintien dans l'emploi des seniors. Clairement. Il y a un deuxième sujet qui est encore plus difficile aujourd'hui, c'est d'y revenir. Parce que tous se trouvent exposés à ce rejet, à ces a priori divers et variés, on y reviendra, qui pèsent sur les plus de 50 ans. Donc Nathalie Hannet, vous dites globalement, il ne faut pas toucher à cette durée d'indemnisation particulière pour les plus de 55 pour qu'on comprenne bien ce que vous dites. Alors il ne faut pas y toucher tant qu'on n'aura pas sécurisé le fait et enclenché des mécanismes qui permettront à ces personnes de rester en emploi parce que en tout cas toutes celles que nous accompagnons n'ont qu'une envie, c'est de travailler. Bien sûr. Et elles sont loin de se dire « Ah je reste chez moi tranquille parce que je suis indemnisée ». C'est tout sauf l'état d'esprit des personnes qu'on accompagne. Antoine Fouché, vous êtes dans quel état d'esprit? Parce que le président Macron, on a vu que le chômage, dans un petit trou d'air économique, le chômage reprend légèrement et remonte. Il a eu ces mots il y a quelques jours en disant il faut se remettre au boulot, il faut y aller. Il y a cette espèce de volontarisme chez lui, chez Bruno Le Maire. Est-ce que vous êtes sur la ligne de Bruno Le Maire, du président de la République, qui disent après tout, on a augmenté la durée d'indemnisation, il faut réaligner les durées d'indemnisation? Là où le ministre de l'économie a raison, je pense, c'est de mettre les pieds dans le plat parce qu'on a une forme de contrat social implicite très hypocrite sur les seniors. C'est-à-dire tout le monde, à juste titre, s'offusque du fait que quand on est au chômage, quand on est senior, on y reste. Il y en a moins. Le taux de chômage des seniors de plus de 50 ans, c'est le plus faible. Hein. 25, les 25-49 est plus fort et les 16-25 ans sont plus forts. Ce sont les chiffres de l'INSEE. On est quasiment au plein emploi. Mais les chômeurs, quand ils vont au chômage, ils seniors, ne retrouvent pas. Ils ne retrouvent pas. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais notre contrat social implicite vis-à-vis d'eux, c'est que dans les entreprises, tout le monde, sans exception, syndicats compris, s'accorde et les salariés aussi, une bonne partie, s'accordent pour partir. Après, ensuite, ils se font avoir parce que le système est beaucoup... Ils ignorent la réalité du marché du travail pour partir vers laquelle ils vont et ils n'arrivent pas à retrouver. Mais quand vous négociez un plan social, par exemple, dans les entreprises, les syndicats et les salariés seniors sont les premiers à dire « mais moi, je préfère partir ». Après, avec le raisonnement en disant... les syndicats négocient... Bien sûr, et les directions sont d'accord parce que les seniors coûtent plus cher. Et on a mis en place de façon assez hypocrite des mécanismes, typiquement le mécanisme d'allongement de la durée d'indemnisation, ou quelque chose qui est moins connu mais qui est pire, qui est le maintien de l'indemnisation de l'UNEDIC jusqu'à la retraite à taux plein, c'est-à-dire 67 ans. Donc vous pouvez être plus à ce stade aujourd'hui encore, même si ça va changer avec la réforme de retraite, 8 ans au chômage. De 59 à 67 ans. C'est incroyable. Donc, et ça, les premières victimes, là où je suis vraiment d'accord avec Nathalie, ce sont les gens qui pensent qu'ils sont sécurisés, qui s'engouffrent dans cette voie-là et qui se retrouvent au RSA. Ça, on est complètement d'accord. Parce que petit, là où je pense que le ministre de l'économie a vraiment raison, c'est qu'il met les pieds dans le plat sur le fait que ce système-là, qui fait qu'il y a des gens à ces âges-là qui se retrouvent au RSA, c'est une hypocrisie collective. Il y a une responsabilité collective, y compris les syndicats, le patronat et l'UNEDIC, dans le fait qu'il y a un système qui nous arrange tous. Qui sont des alliés objectifs, en fait. Exactement. Et donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est changer le contrat social avec les seniors. On va y venir. Et on va y venir. Sur les solutions, Nathalie Hannet. C'est quand même ce que tu décris là, c'est quand même surtout le fait des grandes entreprises. Dans les petites et moyennes entreprises, il n'y a pas ces charrettes, ces plans sociaux qui permettent de faire des sorties aménagées et où les employeurs se disent, où les directions des ressources humaines se disent « Ok, je vous sécurise, il y a ce qu'on vous donne nous, l'indemnisation prend le relais, la retraite prend le relais ». Mais il y a le régime UNEDIC qui est valable pour les TPE. Oui, mais enfin, ça sera le régime UNEDIC. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui serait au chômage à 55 ans, ce régime que tu décrivais, qui permet de cotiser jusqu'à avoir sa retraite à taux plein, il ne fonctionne qu'à partir de 59 ans et 9 mois. Et demain, ça sera à 60 ans. Nathalie Hannet, juste concrètement, parce que là, on vient de voir le diagnostic, vous êtes plus ou moins d'accord. Il y a un débat qui est posé par Bruno Le Maire, il met les pieds dans le plat. Très bien. Le débat des seniors, on l'a traité depuis que Bismart existe, je crois, une vingtaine de fois, avec plein d'angles, plein de débats, plein de sujets. Tout le monde en parle. On a l'impression que rien ne se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? On met des quotas? Il y avait l'index senior porté par la NDRH, mais le MEDEF n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on met concrètement en place pour à la fois maintenir en emploi ceux qui sont dans les entreprises et faire en sorte de créer aussi une attractivité pour les plus de 55? Comment on fait? Déjà, le maintien dans l'emploi, quand on regarde, les 25-49 ans sont 2 fois plus formés en emploi que ne le sont les 50-60 ans. Donc, on a un premier sujet qui est
que tous les employeurs prennent conscience et soient investis dans le fait que former les les gens pas au de plus de rencard. 50 ans, c'est une façon de maintenir leur employabilité, c'est une façon pour eux de continuer à les utiliser. Deuxièmement, dans le maintien dans l'emploi, on a aussi des solutions de mise en place de retraite progressive. Et peut-être populariser ces mécanismes-là, les simplifier s'il y a En lieu. pente douce, en fait. En pente douce, de façon à ce que ceux d'entre eux qui commencent à être fatigués, ont des problèmes de santé ou ont envie de passer une partie de leur temps à s'investir dans des associations, venez rejoindre Solidarité Nouvelle face au chômage, vous êtes en situation de décrocher et d'avoir un temps partiel tout en continuant à cotiser pour sa retraite. Mais juste quand on interroge les salariés, Antoine Fouché, parce qu'on parle de l'entreprise, d'espèce de jeu de dupes, syndicat, entreprise, UNEDIC, c'est très institutionnel, mais quand on demande aux salariés qui ont 56 ou 57 ans, il suffit de le faire dans un dîner en ville, tu as envie de bosser jusqu'à 64 ans, on entend souvent même des cadres supérieurs qui disent moi, dès que je peux, j'arrête. Il y a un vrai problème de rapport au travail, même de sens au travail, au-delà du débat très politique finalement. Oui, mais la question se pose parce qu'il existe des mécanismes ou des pratiques d'entreprise qui font que, dans certaines conditions, à partir de 59 ans, encore une fois, ça ne devient pas déconnant du tout. C'est déjà presque rationnel d'envisager d'avoir une pré-retraite. 70% du net pendant 8 ans. Sans travailler, donc ça, faut avec réformer. les cotisations assurance chômage qui sont payées par l'UNEDIC, les assurances retraite qui sont payées par l'UNEDIC. Donc déjà, la première mesure, ce qui fait que vous avez complètement raison, depuis 20 ans, on en parle, on ne fait pas grand-chose, c'est parce qu'on n'a jamais osé jusqu'à présent s'attaquer à ça. Ça a été un tabou. Je pense que vraiment ça, il faut avoir le courage. Mais comme le dit, de le faire sauter, tout simplement. Mais comme le dit Nathalie aussi, il faut, si on fait sauter une forme de sécurisation, même si elle est perverse, parce que c'est une sécurisation qui passe pour certains et pas tous, et en plus par le chômage, il faut travailler sur les solutions. Si on en fait sauter un, il faut créer un nouveau système de sécurité. Et là, quand on fait du benchmark, on se rend compte que tous les pays qui ont un taux d'emploi élevé des seniors jusqu'à 65 ans, pays du Nord, pays du Nord évidemment, comme d'habitude, ils ont des mécanismes de temps partiel ou de retraite progressive. C'est ça. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille dessus. La réforme des retraites qui vient de passer, elle ne fait pas le job là-dessus parce qu'elle ouvre la retraite progressive seulement à partir de 60 et bientôt 62 ans. Et donc c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Si on veut organiser des formes de SAS en disant aux seniors, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qui fait que cette fois-ci ça va marcher, c'est si on fait des vraies incitations aux personnes à rester dans l'emploi et aux entreprises à garder les seniors et à former les seniors. C'est ça qui fera le job. Vous rejoignez d'ailleurs là. Et si on supprime évidemment toutes les incitations à aller au chômage. Et pour faire ça, mais le MEDEF on a pas fait un très envie, régime parce qu'en fait il dégraisse, je dirais, à faible coût. Mais les syndicats non plus. C'est là où en fait, ce qui fait aussi que depuis 20 ans ça bouge pas, c'est qu'il y a une forme d'entente hypocrite entre tous les acteurs, UNEDIC, syndicats, patronat, parce que ce système-là, malgré tous ses inconvénients, il est quand même celui qui nous arrange à tous le plus. Sur le dos de la collectivité. Donc il faut changer sur le dos de la collectivité et des seniors qui se retrouvent gros gens comme devant au RSA. Et donc il faut changer ce contrat-là. Et encore une fois, quand on fait du benchmark, la moins mauvaise, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais la moins mauvaise manière de faire, c'est de travailler un peu moins, d'être payé un peu moins, de ne pas perdre à la retraite, ce qui fait que le même dîner en ville, si vous dites aux personnes, voilà, tu vas continuer à travailler, mais 70% du temps, payer 85% et tu auras 100% de ta retraite, peut-être que la réponse sera différente. Ok, je reste. Et tu dégages un petit peu de temps libre supplémentaire. Du temps libre, et en plus, ça peut être du temps libre qui est organisé dans la transmission de compétences. Ça, il y a un énorme gâchis. Il y a un savoir-faire expérimental, relationnel. Et ça, l'IA ne changera rien à ça. Donc, il y a des trésors de compétences gâchés des seniors qu'il faut absolument exploiter en leur libérant du temps. Juste un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, j'en suis désolé, c'est passionnant. Vous avez vu cet accord UNEDIC, tout le monde s'est dit c'est formidable, les syndicats l'ont validé. Et puis le gouvernement, il y a quelques jours, a dit ah non, on ne le valide pas. Vous avez vu le fin mot? C'est parce qu'en fait, si j'ai bien compris, les syndicats n'auraient pas mis dans cet accord le passage de 62 à 64 ans, qui est quand même l'axe fort de la réforme des retraites. Non? Vous avez vu ce... Oui, bien sûr. C'est logique. C'est amusant, non? Ça aurait été absurde. Ils n'avaient pas entendu qu'on avait allongé la durée. Valide l'accord, ça aurait été absurde. Parce qu'il y a non seulement ça, et puis sur quelques mesures aussi, ils vont dans le sens contraire à ce qui a été fait dans le premier quinquennat, alors que le président lui-même dit le plein emploi, on n'y est pas. Donc à un moment donné, le gouvernement, sur ce coup-là, a été cohérent.
Il était cohérent, et puis il y a aussi 440 millions d'euros à trouver, il faut quand même le dire. Il y a aussi une idée de serrer un tout petit peu les boulons. La mesure proposée par Bruno Le Maire. Exactement. Il y a un lien, il y a un lien, c'est pour ça que je lis les deux, parce qu'il y a quand même l'idée à la fois de réduire les coûts et de remettre tout le monde au travail, parce que c'est un peu ça la grande philosophie depuis. Mais c'est là, Vas-y. C'est là où il y a un aspect du sujet dont on n'a pas parlé encore à ce stade, c'est ce que vivent les seniors qui sont dans cette situation. Moi, je vais vous parler de Laurent, il a 57 ans, il a des diplômes, des formations qu'il a réactualisées dans le domaine et de la musique, de la radio et de la photo. Cet homme, il est passé au RSA parce qu'il a consommé tous ses droits au chômage et il dit mais la difficulté c'est que maintenant je peux plus faire de réseau parce que j'ai pas les moyens, je peux plus inviter des gens à boire des cafés pour essayer de trouver des emplois. Il candidate tous azimuts, il dit je reçois aucune réponse et je peux même plus me déplacer dans Paris, je compte parce que mes ressources sont complètement restreintes. Et donc en fait on a des gens qui prient dans le système qu'on a décrit ensemble tout à l'heure. S'ils tombent dans la trappe de pauvreté et sont plus en capacité même de remobiliser ou de disposer de l'énergie nécessaire pour se remettre le au travail. mental se dégrade aussi. Alors, et c'est ce que j'allais dire, c'est le point le pire, c'est que ce système-là, pour le kidam qui ne connaît pas les arcanes du système, qui ne connaît pas les attendus économiques, tout ce que tu as très bien décrit, c'est juste... on croit que je fais exprès d'être au chômage et que je jouis des allocations sans faire d'efforts pour travailler, alors que ça fait des mois que je muse ou des années que je muse à chercher un boulot. Ne le permet pas de vivre. Mais il ne le permet pas de vivre et donc il fait des petits boulots. Donc un coup, il conduit des bus scolaires, un coup, il fait des photos, là c'est un peu un lien avec ce qu'avait, des photos scolaires, mais il vit d'expédients. Alors qu'il continue, on l'accompagne déjà depuis 1 an, il continue de façon très constante et il disait SNC m'a beaucoup aidé parce que au moins j'ai réussi à pouvoir me dire que je pouvais avoir de la valeur même si toutes les absences de réponse que je reçois me renvoient l'image que je n'ai aucune valeur. En 10 secondes, on voit bien qu'il y a un débat très institutionnel et politique et il y a aussi un débat très humain. Il faut remettre ces hommes en selle et ces femmes. C'est un gâchis social. Il faut régler le problème institutionnel en partant des problèmes humains. C'est ça. Et alors qu'on n'a jamais fait ça, on s'est mis d'accord entre acteurs institutionnels sur des considérations financières et politiques. Il faut repartir des gens pour créer un nouveau système de sécurité. Et créer le chemin qui permet le parcours de sécurisation. Merci à vous deux. C'était un vrai plaisir. Je suis désolé, je vous interromps. On a légèrement dépassé le temps, mais je serais bien resté encore. J'avais plein d'autres questions à vous poser. Merci à vous, Nathalie Hannet, présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. On salue Laurent que vous accompagnez et qui se bat pour s'en sortir. Et je remercie Antoine Fouché de nous avoir rendu visite, président de Quintet Conseil. Merci à vous deux. On va suivre ce dossier des seniors de très près. Évidemment, la suite de nos programmes avec Fenêtre sur l'emploi. J'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler des indépendants, souvent un peu isolés. On va y revenir parce qu'ils ont aussi des soft skills peut-être un peu particuliers. On en parle avec Jean-Charles Varlet. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes un habitué de l'émission, fondateur de la crème de la crème. Alors l'idée c'est que vous avez, alors je dis un cheptel, le mot est très impropre, mais enfin en tout cas un vivier d'indépendants et vous allez, grâce à la crème de la crème, les mettre en relation avec des grandes entreprises. C'est ça, crème de la crème, c'est la première communauté sélective de freelance. C'est comme ça que vous le dites. C'est comme ça qu'on le dit. On met en relation, nous, le top des freelances avec les grandes entreprises, qu'elles soient du luxe, de la santé, de l'énergie, du monde bancaire. Le tout en moins de 48 heures pour chaque besoin transmis par nos clients. Les soft skills des indépendants, parce que c'est très intéressant. On se dit, après tout, un indépendant, c'est un citoyen comme un autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un particularisme? Parce que l'indépendant, il change de client très régulièrement. Il doit avoir des soft skills, c'est-à-dire une attitude très souple, très adaptable. C'est ça aussi la force d'un indépendant, ou il doit l'avoir en tout cas? Déjà, quand on cherche un indépendant, quand on souhaite bosser avec un freelance, ce qu'on cherche, c'est avant tout une expérience technique, plutôt du hard skills. Mais en fait, les soft skills, ces compétences personnelles, interpersonnelles, viennent complémenter ces bagages techniques. Et c'est ce que recherche le client, parce que ce que veut le client, c'est un indépendant avec une expertise qui peut rapidement être intégré à un projet, être intégré à une équipe. Et l'intégration passe bien souvent par les capacités de communication notamment. Et tout ça revient dans l'escarcelle des soft skills, vous avez raison. Donc ça veut dire que des grandes entreprises vous disent
par le biais de votre plateforme. Lui était très très bon techniquement, mais qu'est-ce qui n'était pas drôle? Il ne savait pas communiquer, il a parlé à personne et il ne s'est pas intégré dans l'équipe. Est-ce que ça vous arrive? Ça, c'est un très mauvais cas. ça On en vous arrive? rencontre très peu parce que notre métier est aussi d'assurer le matching, la rencontre entre l'offre et la demande, facilitée par notre technologie chez Crème de la Crème. Et on s'assure en phase amont, notamment via des entretiens visio, que le freelance dispose d'une personnalité adéquate par rapport au cahier des charges des clients. Et si le client a besoin d'une personnalité qui sache communiquer et bien s'organiser, eh bien, notre matching permet de trouver cette personnalité. Donc ce qui est intéressant, c'est dans votre matching, vous avez un travail de scanner, de questionnaire. Comment vous allez savoir si votre indépendant est vraiment très souple, très ouvert, très adaptable? On a différentes manières techniques d'opérer le matching, mais on a aussi une interface humaine. Un freelance, quand il reçoit une nouvelle mission de la part des clients de Crème de la Crème, d'abord il la reçoit par SMS, par mail, par Slack, et il va y postuler. Et quand il y postule, il va déclarer pourquoi il est le meilleur profil pour cette mission. Et c'est à ce moment-là qu'il va finalement se vendre, mais aussi indiquer quels soft skills font sa différence. Et ensuite viendra l'étape de l'entretien en visio ou en présentiel, où là, le freelance doit savoir montrer plusieurs de ses soft skills comme la communication, comme sa capacité d'analyse, sa créativité. Et donc toutes ces valeurs-là doivent être montrées durant l'entretien et c'est ce qui souvent fait mouche pour les yeux du client à compétences égales entre différents freelances qui auraient le même background technique finalement. Donc ce qui va le distinguer, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ont un niveau à peu près équivalent, qui sont tous très compétents, ça va être la soft skill. Le client va dire, je le trouve très dynamique, je le trouve très, très, très engagé. Ça joue ça? Bien souvent, ça se joue à ça. À compétences égales, à background technique égal, on va parler du feeling qu'aura eu le client avec tel freelance plutôt qu'un autre. Ça match. Pourquoi ça match? Parce que ce freelance aura davantage été curieux vis-à-vis du projet du client, il aura davantage challengé son projet, il aura montré davantage de motivation et tout ça compte énormément en plus des compétences techniques. Donc tout est complémentaire aujourd'hui. Jean-Charles, c'est quoi les qualités d'un indépendant? Parce qu'on a bien défini sur ce plateau les qualités d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise. Quelles sont les qualités propres à un indépendant? Je dirais que la communication, maîtriser la communication, c'est désormais indispensable pour le freelance qui souhaite évoluer. Si on prend le cas d'un développeur informatique, il va devoir échanger avec... C'est pas les plus bavards, hein, Jean-Charles. Hein. Voilà, il va devoir échanger. En fait, il va devoir échanger avec un product manager, pourquoi pas un CTO, évidemment ses collègues, pour se mettre d'accord sur le projet, les spécificités techniques, bien les comprendre, les challenger, tenir les délais. Tout ça passe par la communication. Donc ça, c'est une composante importante. Ensuite, je dirais bien manager son temps, l'organisation. Un freelance, il a certes une grande liberté, mais une grande liberté implique de grandes responsabilités et savoir s'organiser et bien gérer son temps, savoir dire non, par exemple, pour ne pas prendre un projet en plus. Et ben, tout ça fait partie de ce qu'un bon freelance doit maîtriser aujourd'hui pour bien travailler, évoluer. Et je dirais dernièrement, l'adaptabilité. Qui est pour moi une soft skills ultra intéressante, voire cruciale aujourd'hui. La technologie évolue très vite, les méthodes de travail évoluent très vite, les langages informatiques évoluent très vite. Si vous ne savez pas vous adapter suffisamment rapidement, ça risque d'être compliqué. Donc l'adaptabilité est un soft skills essentiel aujourd'hui. Ils ont le temps de se former, ils ont un budget pour se former aux soft skills? Ou ils apprennent sur le tard, après tout, sur leur personnalité, en quelques mots? Alors, déjà, il faut être proactif sur le sujet. Je pense que le freelance qui souhaite évoluer et se muer en tant qu'expert doit être proactif sur le sujet de la formation. Ça va très très vite. Et si en tant que freelance, je ne fais pas l'effort suffisant pour acheter une formation ou me former par moi-même, je risque d'être quelque part dépassé assez rapidement. Donc un freelance a ce devoir aujourd'hui de se former sur les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, et ça me paraît indispensable aujourd'hui. Merci Jean-Charles Varlet de nous avoir éclairé sur les indépendants. Vous êtes le fondateur de la crème indépendant. Prenez-vous en main, vous dit Jean-Charles. C'est un peu ça le message aujourd'hui. Tout à fait. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, Alice à la réalisation, Héloïse au son. Et je remercie l'équipe de programmation, évidemment Nicolas Juchat et Alexis. Je remercie évidemment le public et vous qui nous regardez, qui réagissez sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.